Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro-jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. La nuit, il y a le plus grand mouvement synchronisé animal au monde. Toutes les nuits, tous les animaux qui vivent dans l'eau remontent d'un étage. Mais j'étais tellement excitée dans mon lit, je me disais, mais c'est pas possible, tous ces animaux, mais on les connaît même pas, il y en a plein, là, ils sont en train de bouger. Donc ouais, il fallait que j'en fasse quelque chose, sinon je crois que je serais devenue insomniaque. On peut parler de la beauté des fonds marins, de ces couleurs fluo, de ces écosystèmes fascinants, de ces nouvelles espèces que l'on y découvre toutes les 2 semaines. On peut aussi parler de l'acidification de nos océans, de la destruction des écosystèmes marins et des couleurs fluo qui s'éteignent. Chaque année, 25 000 tonnes de crème solaire sont diffusées dans nos océans. Chaque seconde, 206 kilos de plastique y sont déversés. Alors on pourrait ne parler que des couleurs fluo et puis tant pis pour la crème et le plastique. J'aurais pu conduire cette interview sous le seul prisme de la beauté de nos océans. Mais ça serait trop simple, ça serait fuir, ça serait se mentir. L'océan couvre 70% de la planète et il est la clé de voûte du système vivant. C'est le plus grand régulateur du climat qui absorbe près d'un tiers des émissions de CO2. Alors on ne peut plus se payer le luxe des crèmes et des plastiques dans le ventre des baleines. Claire Novian se bat quotidiennement pour préserver ce que l'on a de plus cher, de plus fragile et dont on ne connaît qu'1%. Avec Claire Novian, on plonge dans les profondeurs de cet écosystème fascinant. Et promis, on le fait dans la joie, parce qu'il y en a tant à tirer. Dans cet épisode, on parle d'abysses, d'émotions et de politique. J'espère que cette écoute te filera le virus de la passion marine. Bonjour Claire Novian. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi pour cette interview. Je suis très heureuse de te tendre mon micro jeune. Je sais à quel point tu es occupée. Là, tu vois, ça fait une demi-heure que je suis arrivée. Tu enchaînes l'école. Tu n'as même pas pris le temps de manger. T'es incroyable. Je sais pas d'où tu puisses cette force. Tu vas nous raconter ça. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, en quelques mots, tu as fondé en 2004 l'association Bloom, qui œuvre pour la conservation marine et tu es activiste pour la sauvegarde des écosystèmes marins. Tu as notamment été lauréate du prix Goldman, une des plus hautes distinctions internationales pour la défense de l'environnement, donc bravo, le travail paie, tu vois. Merci. On va revenir un petit peu à ton enfance, Claire, pour essayer de comprendre d'où tu viens et d'où viennent finalement tes convictions et ton engagement. Quel était ton rapport à l'autorité quand tu étais petite ? Ah, c'est la première question comme c'est ça, la de but en blanc. première question, de but en blanc, on rentre le rapport à l'autorité. Donc toi, t'attaques directement par ce qui compte. Mon rapport à l'autorité, il est très mauvais. Je parle au présent parce que ça marche toujours pas. En fait, pour moi, l'autorité ne peut être évidemment acceptée que si elle est juste et si elle a de la justice dans la forme de l'autorité. Donc, d'ailleurs, je pense que c'est tout le sujet du consentement à l'impôt. C'est le sujet de la taxe carbone qui a généré les gilets jaunes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de justice dans une mesure, personne n'a dans son cœur un élan pour l'accepter. Et c'est vrai de toute forme d'ordre, de figure d'autorité, etc. Et j'ai des souvenirs assez frappants, en effet, de l'enfance. En tout cas, j'ai eu une figure d'injustice très claire, une directrice d'école. Quand j'habitais en Algérie, quand on est rentré d'Algérie en 1980, on a eu une directrice d'école qui était vraiment une dame très injuste et qui avait ses têtes et qui pouvait pas me supporter. Et d'ailleurs, je le rendais bien. Et ces sentiments, en fait, cette rencontre avec l'injustice, pour moi, ça a été déjà quelque chose qui a déterminé du coup mon rapport à l'autorité. Mais l'autorité ne rime pas toujours avec injustice. Et voilà. Elle et donc, quand l'autorité est juste, je la respecte entièrement. Et par exemple, je respecte vraiment très profondément l'état de droit. Et je suis bien heureuse de vivre dans un état de droit. Donc moi, j'aime l'autorité. Je trouve ça même confortable d'avoir quelqu'un qui donne des ordres si c'est des bons ordres. On peut se reposer dessus. Exactement, on peut se reposer. On se dit, voilà...
quelqu'un qui fait ça bien. Je suis très reconnaissante à l'école, par exemple. J'adore l'école publique. Je trouve ça tellement chouette que des profs s'occupent d'enseigner des matières à nos enfants, qui leur enseignent bien plus que des matières, mais une façon de vivre, qui est des codes, et des codes de vie, de respect, et de respecter la parole de l'autre, et la présence, etc. Et je me dis, mais j'aime beaucoup ça, donc j'ai aucun problème avec le fait, par exemple, que l'école publique ait nécessairement besoin de règles qui peuvent paraître à certains autoritaires, et moi pas du tout. Je vois bien que une société, c'est un contrat, c'est un contrat social, et ça veut dire qu'il y a des règles. J'adore accepter les règles si elles sont justes. Oui. En revanche, si elles sont injustes, vraiment jamais. Et alors, en parlant d'école, comment tu t'y sentais ? Est-ce que tu étais à l'aise déjà avec le fait d'avoir des horaires fixes tu es à l'école de telle heure à telle heure et on te dit d'étudier ça, tu étudieras ça? Et ça, je pense que j'ai pas eu de problème avec l'école de ce point de vue-là. Je pense que comme les enfants, on se pose pas la question. On se lève le matin, on s'habille, on va à l'école. Mais j'ai détesté l'école. Hein. Bon, par contre, je suis transparente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai trouvé ça très violent. Mais elle était particulièrement violente, je pense, quand même, mon école. Typiquement, il y avait des bandes dans la cour de l'école. Il y avait des bandes. Je me souviens, par exemple, que les garçons ou nous, c'était pas genré tant que ça, mais il y avait des bandes contre comme ça, et on se crachait dessus. Mais cracher, en fait, c'est la seule fois de ma vie où on m'a craché au visage, par exemple. C'était à l'école. Et voilà, moi, ça a été un environnement qui a été violent, pas seulement psychologiquement. Et je trouve que les enfants, il faut quand même pas être trop loin pour s'assurer de conserver toujours un état d'esprit de gentillesse, de bienveillance, de soin des plus faibles, ou des pas plus faibles forcément d'ailleurs, mais simplement des individus. J'ai les noms encore de ceux, j'étais tellement traumatisée en fait par l'école, du coup j'ai détesté l'école. Est-ce que ces traumatismes finalement que tu as tirés de cette enfance, c'est ce qui a en partie forgé ton tempérament et ton caractère qui définit qui tu es aujourd'hui ? Peut-être. Ça, j'en sais rien, parce qu'en fait, si on le savait, c'est vrai que la psychologie serait une science exacte. Je pense que c'est une science, mais qu'elle n'est pas exacte encore, parce qu'on a tout, puisque ça se passe quand même dans le cœur du cerveau et des émotions, et qu'on n'a pas encore du tout exploré. Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'endurcit. Là, j'ai dû m'endurcir. C'était vraiment marche ou crève. Donc, j'ai marché. Tu as parlé d'émotions. Je sais que c'est un sujet sensible pour toi. Quelle place elles occupaient, au lycée notamment, tes émotions ? Les émotions, c'est évidemment ce qui fait de nous des humains, plutôt que, j'allais dire des plantes. Bah non, puisqu'en fait, on a maintenant prouvé que les plantes aussi avaient des émotions et qu'elles pouvaient se parler, et que les arbres avaient une communication. Mais qu'un caillou, je pense qu'on peut peut-être dire que les cailloux n'ont pas d'émotions. Et encore, on ne sait pas. Hein. Ouais, encore. Mais voilà, non, je pense les émotions, évidemment. Après, j'ai mis longtemps à comprendre que en fait, l'humanité est répartie sur une courbe qui est maintenant quantifiée, parce que tout ça, finalement, quand moi j'étais jeune, ces sciences-là que j'ai pu lire adulte étaient en devenir. Oui. Et donc j'ai pu lire sur le quotient empathie, sur les travaux de Baron Cohen, qui a fait tout un travail formidable en réunissant tous les psychologues du monde qui travaillent justement sur la sensibilité, l'empathie à l'autre, etc. Et ils ont fini par faire une espèce de courbe de Gauss pour montrer que, en gros, l'humanité se répartissait entre des gens qui avaient des vrais problèmes alors d'émotions, c'est-à-dire aucune émotion ou pas d'accès aux émotions, ou une énorme gêne avec leurs émotions. Puis dans le gros dos de la tortue d'une courbe, de la courbe de Gauss, on voit des gens qui sont globalement pas très à l'aise avec les émotions et qui ont du mal avec la brutalité du monde. Parce que on voit dans le gros dos de la tortue qu'en gros, bien sûr que les gens ont des émotions, mais ils sont pas à l'aise avec l'idée de partager leurs émotions et même d'en parler. Ce qui explique par exemple que dans les dîners, c'est un exercice social, mondain, etc. Il y a des codes, et dans les codes, on ne parle pas de choses émouvantes, on ne parle pas de choses personnelles. Ça explique aussi, parce qu'en plus, il y a aussi un 19e siècle qui est passé là, qui a été le 19e siècle bourgeois, où il n'était pas de bon ton de parler de ses émotions. Et donc, c'est quand même toute la bourgeoisie française est basée sur cette très forte injonction à ne pas parler de choses personnelles et à ne pas parler de sujets qui fâchent et à être dans le non-dit, etc. Ce qui nous ramène évidemment à Annie Ernaux, qui a, avec sa littérature, en fait, enfin ouvert les portes
pas seulement de la bourgeoisie, parce que c'était pas son milieu, mais des non-dits, et qui ont pesé fort. Donc il y a évidemment, je pense, ce qu'on est culturellement. Et nous, en France, on vient d'un endroit très particulier de ce point de vue-là. Et c'est encore une conquête de pouvoir parler de ces émotions. Mais c'est par pudeur? Oui, alors c'est la frontière entre pudeur et en fait toxicité, des non-dits et du mutisme familial, comme certains disent. Enfin, il y a une autrice formidable qui dit c'est aussi le berceau de toutes les dominations. C'est dans le non-dit, on peut asseoir toutes les formes de domination. C'est Dorothée Ducy de mémoire qu'il faut lire en fait. Bon. Donc ça pour dire que les émotions, elles me constituent, comme elles constituent en fait chaque individu, dès lors qu'il n'est pas abîmé dans son être et dans son intégrité ontologique quand il est petit. Et donc, il faut vivre avec un monde qui n'est pas ajusté à l'intensité qu'on met dans l'honnêteté, l'intégrité, la prise en compte de l'autre, de prendre la souffrance de l'autre, de la recevoir dans le ventre. Et donc, ce monde, tu as eu envie de le changer. Comment tu imaginais ta vie future à 20 ans? Est-ce que déjà tes envies de changer le monde étaient présentes ou pas? Je pense oui. En fait, je pense qu'elles étaient là. C'est un oui et un non. C'est-à-dire que oui, parce que j'ai des souvenirs, en effet, de quand j'étais plutôt ado, de révolte par rapport au mal qu'on faisait. Mais en fait, moi, ce qui me heurtait, c'était le mal qu'on faisait aux enfants. Et puis plus tard, vers 18 ans, découvrir qu'on faisait un mal qui était incroyable aux animaux. Ma conscience en escalier était arrivée plutôt par le mal qu'on fait aux humains, ensuite le mal qu'on fait aux animaux, et bien plus tard, le mal qu'on fait de toute façon à la nature en général. Et quand tu te projetais dans la vie des adultes, comment tu t'imaginais? Derrière un bureau? Je me suis jamais trop projetée. Je crois d'ailleurs que je me projette toujours pas trop dans la vie des adultes. J'y suis pas. J'y suis pas encore. Tu la fuis? Ouais, globalement. Ouais. Je me souviens, on avait une discussion avec ma mère un jour où, je sais plus, j'étais révoltée contre un truc. Et elle m'avait dit, tu verras, tu vas te calmer. Ça va passer, quoi. Ça va passer. Et je devais avoir 15 ou 16 ans. Ouais. Un truc, tu vas voir, genre ton ardeur, ça va se calmer. Et je me souviens que je me suis dit, mais jamais. Elle a pas compris. Ouais, elle a pas compris. Et puis en fait, surtout, je me suis dit, je me souviens, par contre, là, j'étais vraiment, il y a très longtemps, mais en même temps, j'étais vraiment, j'avais 15-16 ans, on habitait à Hong Kong à l'époque, et je me souviens que je me suis promis que jamais, en fait, je ferais taire une colère qui était liée à l'injustice. Et bon, là, en fait, j'ai pas eu besoin de beaucoup lutter pour tenir ma promesse, parce que de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Mais le monde des adultes, en fait, je me sens beaucoup plus proche du Petit Prince. Je m'entends mieux et les enfants me font globalement plus rire que les conversations d'adultes. À moins que ce soit des adultes vraiment dans une démarche de connaissance, parce que là, je trouve que c'est tout à fait aussi excitant que le monde de l'enfance qui est en découverte, quoi. Donc évidemment, quand on discute avec des chercheurs... des gens qui sont dans une démarche d'amélioration, de compréhension, de faire tomber leurs propres barrières, en fait, et de se remettre en cause, etc. Mais c'est vrai que cette espèce de sclérose des convictions, ce confort, cet attachement au confort matériel du monde adulte... Ça ne t'a jamais attiré? Non, mais ça me dégoûte, en fait, je crois. Ça va au-delà. C'est pour ça que je suis pas mal en déconnexion. C'est pour ça que je vais pas dans des dîners. Les adultes, je trouve, s'écoutent. Ça me frappe aussi à quel point je trouve que les adultes ne s'écoutent parler, ne s'écoutent pas entre eux. Je trouve ça absolument dingue. Et en fait, je me dis, c'est vrai que quand je rencontre des jeunes, beaucoup plus jeunes, des jeunes de ton âge et tout, je les trouve beaucoup plus intéressants, mieux formés. En fait, je me dis, mon Dieu, waouh, si en effet, il y avait des gens comme vous de mon âge, j'irais dans des dîners. Qu'est-ce qui fait qu'on s'écoute autant avec le temps? Est-ce que c'est l'ego qui prend plus de place? J'ai l'impression plutôt que c'était un truc générationnel. D'accord. C'est ce qu'on faisait quand on était des gens qui sortaient d'un environnement. Finalement, dans les années 50, 60, c'était encore un environnement qui était profondément misogyne, profondément autoritaire, profondément patriarcal. Les enfants n'avaient pas le droit à la parole à table. Les femmes n'avaient pas de chéquier. Il n'y avait pas de liberté, etc. Et donc, quand on a besoin de conquérir cette liberté-là, fondamentale en fait, je pense qu'on a tellement besoin d'exister qu'on est un peu fondamentalement égocentrique. Et je pense qu'une génération qui n'a pas connu la guerre, alors qui a connu... Attendez, on est bien d'accord qu'il y a des tas de problèmes partout dans le monde, mais générationnellement, il n'y a pas cette chape de plomb de la société. Elle existe encore d'un certain point de vue, mais pas au même niveau, je pense, que ce que nos parents ou grands-parents, dans ton cas, ont connu.
Et donc, je pense que voilà, c'était pas les mêmes conquêtes. Et donc, il y avait une forte envie, je sais pas, la libération, s'occuper de soi, s'écouter, se marrer, rigoler, faire la fête, avoir une liberté sexuelle sans limite, enfin tout ça. Et on n'a pas les mêmes enjeux, nous, parce qu'on on a eu de la liberté. Une famille à peu près fonctionnelle aujourd'hui, les enfants ont le droit à la parole. Oui. Voilà. Les enfants ont un espace de liberté. Les enfants peuvent rire avec leurs parents et font des activités. On n'est plus du tout dans les mêmes répartitions, ni des tâches, ni des rôles. Donc, je pense que, voilà, j'ai pas. Puis il y a un truc aussi qui est de l'ordre du rêve matériel de la bourgeoisie qui pollue nos mentalités, je sais pas, je pense nos projections qui aujourd'hui, enfin, dans les gens de ma génération, autour de moi, je vois les gens qui ont des postes comme ça, importants, tout ça, ils vont dans des dîners, tout le monde s'apprête et tout le monde joue ce rôle. Ils s'identifient à ça. Ils se sentent exister à travers ça. Ouais. Je pense que ça a toujours existé parce que la société, c'est ça, c'est un jeu de rôle et se mettre dans un rôle. Et en fait, il faut avoir envie de jouer ce rôle, il faut se prendre un peu au sérieux. Alors, j'ai vraiment du mal avec les gens qui se prennent au sérieux. Mais vraiment, mais au-delà de mal, en fait, c'est que j'arrive pas. Donc moi, comme je sais pas faire semblant, je plombe les ambiances. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté les dîners. Je vais plus dans un dîner. Parce que t'es cash, t'oses dire ce que tu penses. Alors, par exemple, c'est quelqu'un que j'aime bien qui m'a invité dans un dîner où il y a plein de gens qui se prennent au sérieux, je suis tellement effondrée de l'intérieur que j'ai envie de pleurer et donc j'ai un masque, je pense que le masque de fer qui se met sur mon visage parce que je reste du coup mutique par respect pour la personne qui m'a amenée à ce dîner. Mais en même temps, je plombe tellement l'ambiance qu'il vaudrait peut-être mieux carrément que je dise à quel point je suis... Mais bref, pour moi, c'est comme des pièges et donc je fais plus ça. On va parler un petit peu d'océan quand même et de fond marin, Claire Neuvian. Tu as commencé à t'y intéresser autour de tes 22 ans, là où tu as travaillé pour un documentaire animalier. Et notamment, tu as eu l'occasion de visiter l'aquarium de Monterey, en Californie. Et c'est là que ta vie a pris un tournant parce que tu as découvert ce qu'était la défense de la faune marine qui ne t'a plus jamais quitté. Qu'est-ce qui t'a fasciné ce jour-là dans les abysses ? Tout. En fait, d'abord l'inconnu, parce que c'est vrai que j'étais comme tout le monde, j'avais une idée en tête que là où il faisait vraiment, vraiment très, très froid, très, très noir, très, très profond, comme dit Théodore Monod, il fait froid, il fait noir, il fait fin, il fait profond dans les abysses. Forcément, il n'y aura pas de vie. Donc ça, c'était mon prisme. Et découvrir que non seulement il y avait de la vie, mais qu'elle était foisonnante, voir que c'était le réservoir de biodiversité le plus vaste et le plus méconnu, et que cette vie avait des formes épatantes, puisque forcément, il faut s'adapter à des conditions complètement inhabituelles. Donc, tout est exagéré. Les yeux sont immenses ou ils sont minuscules, mais il n'y a quasiment pas d'yeux normaux. Les dents sont minuscules ou immenses. Les nageoires, si ça saute, bref, tout le métabolisme, la physiologie des organismes est adapté à un environnement très, très extrême. Et donc, j'ai été fascinée et par la vie, et par les formes de vie, et par le fait que je connaissais rien de tout ça, que j'avais l'impression d'être la reine des nouilles, de même pas avoir lu ou croisé toutes ces différentes formes de vie. Donc, j'ai été vraiment subjuguée. En fait, j'ai plongé, j'ai été engloutie par le monde des abysses. Et ce jour-là, donc à 22 ans, qu'est-ce que tu ressens quand tu découvres cet aquarium ? Est-ce que tu sais déjà au fond de toi que ça va être le centre de ta vie ? Ah oui, moi, quand je fais les choses, je les fais jamais à moitié. Mais tout, quoi que je fasse, quand je fais un truc, je le fais à fond. Et je me souviens, c'était donc à San Francisco, dans le vol San Francisco-Paris. J'étais tellement excitée que j'arrivais plus à dormir. J'ai pas dormi une seconde. Et donc, j'ai fait que lire les livres que j'avais achetés à l'aquarium de Monterey. Dès que j'essayais de fermer les yeux, j'avais 2000 images, 2000 projets, 2000 envies, des questions. Surexcitée. Donc, ouais, j'ai bien vu qu'il se passait un truc qui allait pas me lâcher. Et en fait, ça m'a pas lâché. Je sais pas combien d'années, en m'endormant le soir, quand j'ai découvert que, par exemple, il y avait une migration verticale dans l'océan. Et donc, en fait, il faut quand même savoir que la nuit, il y a le plus grand mouvement synchronisé animal au monde. Oui. Toutes les nuits. Il y a tous les animaux qui vivent dans l'eau remontent d'un étage.
Fascinant. Donc, jusqu'à environ 1000 mètres. Au-delà de 1000 mètres, il fait tellement noir que pour le coup, la lumière, il n'y a pas un photon de lumière qui passe, qui fait que les animaux qui vivent entre 2000 et 3000 mètres, eux, ils changent pas d'étage, ils restent là où ils sont. Mais jusqu'à 1000 mètres, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui vivent à 1000, on va dire, et qui vont remonter à 600, ceux qui vivent à 800, ils vont remonter à 400, ceux qui vivent à 600, ils vont remonter à 200, etc. Incroyable. Non, mais c'est complètement dingue. Et en fait, cet énorme mouvement, mais on appelle ça une migration verticale. Oui. Mais ça a percuté mon cerveau. C'est de la magie. C'est comme de la magie. Ça fait un bug dans ma tête. Et j'ai bugué, en fait. Et je suis restée bloquée sur ce truc. Et toutes les nuits, je me suis endormie en pensant, dès que je fermais les yeux, que j'étais dans le noir, j'avais tous ces animaux. Ils m'accompagnaient, ils remontaient à la surface. Et puis, je voyais bien à quoi ils ressemblaient. Il y avait des isopodes, des cténophores, des siphonophores, des méduses, des calamars, vampires. Enfin, il y avait tout ça, là. Mais j'ai été tellement excitée dans mon lit. J'étais, mais c'est pas possible, tous ces animaux, mais on les connaît même pas. Il y en a plein. Là, ils sont en train de bouger. Et j'étais comme une dingue. Donc, ouais, il fallait que j'en fasse quelque chose. Sinon, je crois que je serais devenue insomniaque. Et donc, de cette fascination, tu as eu envie de protéger ces milieux marins. Et tu as réussi l'interdiction, notamment par l'Union européenne, du chalutage profond en dessous de 800 mètres. Ce qui est incroyable. En quoi l'océan nous aide à préserver l'équilibre sur Terre, finalement ? Alors oui, à partir de là, en effet, j'ai pris conscience qu'il y avait de la vie, mais qu'il y avait aussi des chalutiers industriels gigantesques qui passaient jusqu'à 2000 mètres de profondeur, à raser des coraux qui peuvent être d'ailleurs parmi les animaux les plus longévifs de la Terre, jusqu'à 3700 ans, 3800 ans. Donc j'ai été là de nouveau pour le coup heurtée et je me suis sentie obligée d'agir. En fait, je me suis pas vraiment posé la question. C'était plus fort que toi. Ouais, là il y avait une espèce d'impératif catégorique, comme dirait Kant. Il fallait y aller, quoi. Un point, c'est tout. Arrêtez ça. Donc on s'est battu avec Bloom, avec des collègues bien courageuses. Donc Bloom, l'association que tu as créée. Oui, avec Bloom, en effet. Puis avec des collègues dont Matthew Gianni, qui a vraiment été mon grand complice dans toutes ces années, un Américain avec lequel on a gagné ce combat. Et on a réussi à faire interdire le chalutage au-delà de 800 mètres de profondeur, ce qui est évidemment trop profond, mais ce qui était mieux que de laisser les chalutiers aller jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Le combat n'est pas terminé. Non. Je te le dis juste parce qu'on est sur d'autres trucs vraiment chauds. Oui. On a découvert des tas de trucs qui vont pas du tout et ça sortira dans les semaines ou les mois qui viennent. Et en fait, ça va être un flux constant parce qu'on a compris que l'échelle industrielle de production de nourriture ne convient absolument pas à la ressource sauvage qu'est par nature un poisson. Et donc, ça ne marche pas, en fait. Les échelles industrielles de prélèvement de poissons sauvages, ça ne fonctionne pas avec le respect de la nature et le respect des écosystèmes. Et en fait, la nature, pour les industriels, c'est une manne à exploiter pour faire du profit. C'est vraiment qu'une ressource. Mais c'est pas une ressource vivrière. C'est une ressource financière. Et c'est ça qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionne dans aucun système. Parce que j'ai des copains qui sont vraiment des spécialistes de l'agriculture ou de l'élevage et qui me disent c'est exactement la même chose pour l'agriculture et la même chose pour l'élevage. C'est cette échelle industrielle. D'avoir de la nourriture comme une commodité, ça ne marche pas et ça permet dans l'océan, puisqu'en plus la ressource est gratuite, puisqu'il suffit d'aller la prélever, c'est de la cueillette. En plus, ça se fait avec beaucoup de spéculation financière. Donc voilà, pourquoi l'océan est indispensable ? Parce que d'abord, il couvre 70% de la planète. Oui. Et que donc, la vie, évidemment, est apparue dans l'eau, mais aussi, c'est le plus grand poumon de notre planète. C'est le plus grand régulateur du climat et qu'avec les forêts, l'océan, en fait, c'est pas une option. Pour l'humanité et pour le vivant sur Terre, c'est une condition sine qua non. Donc l'océan absorbe près d'un tiers des émissions de CO2. Il stocke les sédiments marins. C'est un des plus grands puits de carbone à long terme de notre planète. Historiquement, l'océan a absorbé 93% des excédents de chaleur de l'humanité. Donc en fait, on ne sait pas réguler le climat sans les l'océan. océans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et comme pour la forêt, les chercheurs alertent sur le fait que on pousse tellement loin l'exploitation des forêts tropicales comme de l'océan qu'on est en train de prendre le risque de faire basculer ces écosystèmes vers des écosystèmes qui seraient émetteurs de CO2 plutôt que des poches d'absorption.
C'est ça le risque, c'est qu'ils se retournent contre l'humanité. On aura tout fait pour, hein. Donc peut-être qu'on mérite rien d'autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de faire tout ce qu'il faut pour qu'on perde nos 2 plus grands alliés, forêt et océan, dans notre folie destructrice. Et tu as mis le mot combat derrière ton engagement, qui est quand même un mot fort. Comment toi, est-ce que tu vis au quotidien cet engagement, où au final, les mauvaises nouvelles tombent souvent? Tu en as presque sacrifié ta vie à te voir travailler comme tu le fais, enchaîner les rendez-vous, enchaîner les rencontres. Et finalement, c'est une forme aussi de combat permanent où tu es dans la dénonciation, dans la force. Est-ce qu'à long terme, ça ne te détruit pas toi? C'est une bonne question. C'est une question qui se pose et qu'il faut se poser en tout cas. Je pense que moi, j'ai jamais réfléchi comme ça parce que je suis partie bille en tête sur des combats parce que ça me semblait être la seule. Parce qu'en fait, je sais pas, est-ce que j'ai le choix? Il me fallait agir. En fait, c'est tout. J'ai ce moteur-là en moi. Je crois pas avoir vraiment choisi. J'aimerais bien, par exemple, être une intello qui passe ses journées à juste réfléchir au monde, à lire les livres de Pierre Rosanvallon et de Sylvain Laurence et de Stéphane Foucard et de tous les intellectuels extraordinaires qu'on a en France, Charbonnier, etc. Mais en fait, je suis trop appelée par l'action. Oui. C'est vraiment mon tempérament. C'est un appel. Je sais pas, c'est comme Jack London, il appelle la forêt, mais moi, j'ai vraiment l'appel de l'action. Et qu'est-ce que tu puisses dans cette action? En fait, je pense mon énergie et mon sens. Donc, en effet, est-ce qu'on peut se perdre? Je pense que oui, je suis allée trop loin. Enfin, pendant longtemps, je pense que d'ailleurs, la prépa, parce que j'avais fait une prépa littéraire, une hypo et ensuite une cagne, hypo-cagne. Et je pense que là, j'ai pris de très mauvaises habitudes de sommeil. Quand j'y pense rétrospectivement. Tu dormais 3-4 heures par nuit, je crois. En prépa, ouais, on dormait vraiment en tout cas, moi, je dormais vraiment très peu. Et je me suis habituée à dicter à mon corps ce que je voulais qu'il fasse et en le prendre comme une machine qui répondait aux ordres, en fait. Et ça, c'est vraiment très bête. C'est aussi complètement faux et très dangereux, évidemment. Et donc, quand j'ai commencé les combats, en fait, pour moi, cette machine qui est le corps, elle devait répondre à mes injonctions qui étaient de travailler plus pour changer le monde, en fait. Après ça, j'ai pris une bonne leçon parce que j'ai vraiment eu des gros problèmes de santé. Et je racontais à des copains, par exemple, qu'en effet, en fin de campagne, quand j'étais en campagne sur le chahutage profond au Parlement européen, une fois, je me suis rendu compte que mon cerveau était vraiment en train de disjoncter parce que j'étais en train de faire des pâtes, mais vraiment la base de la nourriture pour me mettre quelque chose dans le ventre. Et l'eau bouillait, les pâtes étaient dedans et je me suis dit, tiens, il est temps de les sortir et je les ai prises à la main. Donc voilà, et là je me suis rendu compte que l'eau bouillante, faut pas mettre les mains dedans. Mais donc le cerveau a complètement déconnecté. Ouais, le cerveau en fait en effet, quand on dort 2 heures, 3 heures, le cerveau il finit par disjoncter quoi. C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même en effet un petit problème souvent de prise de drogue chez les politiques, parce qu'on tient pas à si long terme sans avoir soit une drogue naturelle du cerveau, mais avec après des problèmes, parce que quand notre cerveau nous met tellement d'énergie, on finit par tomber, on a des vrais problèmes de santé. Mais s'il ne tombe pas, c'est qu'il y a quand même... Non, c'est pas possible, moi j'y crois pas. Je crois qu'il doit y avoir pas mal de substances artificielles dans les carrières très longues de politiciens qui dorment pas du tout. Tu as des exemples autour de toi de personnes qui arrivent à s'engager, à avoir de l'impact et à agir au quotidien avec autant de force que tu peux l'avoir, tout en dormant, tout en prenant du temps pour le sport, tout en mangeant bien? En fait, je pense qu'après, il le faut, parce qu'en fait, nous, on a réussi à avoir de l'impact, mais c'est vrai que ça s'est fait au détriment de la santé. J'ai appris cette leçon-là et en gros, alors je travaille beaucoup plus que plein de gens, mais j'essaie de vraiment dormir. Enfin, moi, je dors très bien, donc, mais j'essaye. Bon, il y a des périodes où c'est un petit peu, mais j'essaye maintenant de dormir 6-7 heures, quoi. J'essaye de plus faire ce que je faisais avant. Oui. Enfin, je me dis, ce que je dis toujours à mon équipe, quoi. Je leur dis, vous savez, même le Christ n'a pas sauvé l'humanité, donc on va faire ce qu'on peut, mais on va pas y laisser. On marche pas sur l'eau, nous. Enfin, je dis ça sans y mettre d'implication religieuse. C'est juste une image que je donne en disant, même si on est le Messie ou un des Messies, parce que j'ai pas d'opinion là-dessus, c'est quand même juste mission impossible. Mais il faut agir. Il faut que ça reste de la joie. Voilà. En tout cas, moi, je suis pas du tout pour la dimension sacrificielle. Je pense que ceux qui vivent une implication et un combat comme un sacrifice, ils vont pas durer longtemps et en plus, sans doute, ils vont pas être très bons. Ça va être un devoir et puis c'est pénible pour les autres. Non, moi, ça me rend gai, en fait, de me battre contre l'injustice, contre les destructeurs de la planète. Puis on se marre vraiment avec tous mes collaborateurs chez Bloom, parce qu'on a une équipe totalement géniale. De jeunes, très souvent, ils sont beaucoup plus jeunes que moi, ultra talentueux,
totalement mobilisés, très experts aussi, parce qu'ils sont précis, ils ont fait des études assez poussées, donc ils mettent vraiment leur talent scientifique au service d'une cause, il y a des impacts de leur travail, ils voient, et ça génère de la joie pour nous de gagner certaines choses. Alors, on perd souvent, hein, on perd aussi souvent, et ça nous énerve, mais ça renforce notre colère, et donc ça renforce... Pour nous, la colère, c'est un moteur positif. C'est pas un poison intérieur qui est en train de nous rendre, je sais pas, gris, noir, avec des méchantes dents qui poussent, toutes pointues. Non, ça nous rend... on est hyper en colère contre le monde, on déteste l'injustice et c'est un ciment très fort entre nous tous. Mais avec le sourire. Mais avec le sourire, quoi. Avec une envie d'agir, avec vraiment, avec une envie une grande gaieté, en fait. Et pour les jeunes qui peut-être s'engagent aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, tout simplement ? Faites de la stratégie. Non, mais ça, je te le dis et je leur dis. Réfléchissez avant d'agir. Voilà, c'est tout. Non, mais et juste rien d'autre. Mais écrivez-le en gros. Partout. Réfléchissez avant d'agir. C'est tout. Pourquoi vous faites ce que vous faites ? À quoi ça va conduire ? Qu'est-ce que ça va générer chez l'autre ? Et donc, tout le temps se déporter dans son regard. Se dire, je fais quelque chose, ça va générer quoi en face ? Si ça génère un blocage, peut-être c'est une bonne idée. Parce que peut-être qu'il faut que ce blocage devienne public. Il sorte dans l'espace public. Que ce soit visible, tangible. Mais peut-être que c'est pas un bon blocage. Alors on se déporte. Et on se dit pourquoi je fais ça. Et travailler vraiment à long terme, sur des objectifs à long terme. Et je vois beaucoup de gens, et vraiment, je pense les jeunes, globalement, je les trouve beaucoup plus stratégiques. Je dis pas ça pour être lèche-botte, mais parce que vraiment, dans les mouvements des jeunes, je les trouve plus stratégiques que souvent les mouvements des vieux. Je suis assez étonnée parfois. J'adore les ONG et les gens qui travaillent dans les ONG parce qu'il y a plein d'individus que je trouve trop sympas et qui sont des copains. Mais parfois, je suis étonnée de voir à quel point il y a des activités qui se multiplient sans une finalité très claire sur les objectifs recherchés et la stratégie qu'on est en train de mettre en place pour atteindre nos objectifs. Et en fait, pour le coup, alors là, moi, je suis vraiment intransigeante là-dessus. On ne prend pas mon temps pour un truc qui n'est pas stratégique. Oui. Non, mais zéro. Et les rares fois où je dis oui à une réunion, je comprends pas très bien l'objectif de la réunion, le cadre, le périmètre, pourquoi on va se dire quoi, c'est quoi l'objectif. En fait, ça, c'est toujours du jus de boudin. C'est ce que je reproche à ce qu'on a fait, nous, chez Place Publique, en tant que mouvement politique, à l'époque, parce que je ne veux pas juger ce que ce mouvement est devenu, parce que je ne l'ai vraiment pas du tout suivi. Mais à l'époque, on avait... des ambitions qui étaient nobles, une analyse de la situation politique qui reste tout à fait d'actualité, etc. Mais la stratégie, les méthodes de travail, pour moi, tout ça n'était pas au rendez-vous. Et donc, forcément, ça ne pouvait pas marcher. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché. Et donc, une petite aparté, Place Publique, c'est un parti politique que tu as cofondé avec Raphaël Glucksmann, notamment, en 2018-2019, et que tu as vite abandonné. Bon, tu m'as lancé la perche, alors je vais la prendre. Après cette petite expérience politique, tu as parlé de la politique comme d'une lutte entre les égos surdimensionnés qui règnent. Pour toi, la politique sans égos, c'est possible ou pas ? Ça, c'est vraiment une bonne question. Je te jure, je commence à penser que non. Je pense que ça devrait être le contraire, mais que ce n'est pas le cas. En tout cas, pas à des niveaux de visibilité. C'est-à-dire que je connais des très bons députés qui sont besogneux. Moi, j'ai vraiment beaucoup de respect pour la besogne. Moi, je dis, il faut être sérieux, il faut travailler, il faut connaître ses dossiers. Et les députés les plus besogneux, les plus sérieux sont souvent les moins visibles. Et après, il y en a certains qui travaillent beaucoup et qui travaillent bien et qui arrivent à être visibles parce qu'ils ont une bonne stratégie de communication. Et donc ça, tant mieux. Mais... globalement, dans le personnel politique français, je pense qu'il y a une sclérose sur les égos qui fait qu'en effet, on a aujourd'hui un paysage, je trouve, vachement effondré. Et puis ensuite, quand on regarde les personnalités à droite comme à gauche, je trouve qu'il y a un énorme problème d'offre politique à cause justement de ce que ça implique d'accepter d'être tout le temps mis en avant, d'aller dans cette lutte et cette course pour le pouvoir. La politique, pour moi, à ce stade-là, de là où on en est, il n'y a pas encore de réponse et je pense que je ne suis pas la seule à être très perdue par rapport à l'offre politique avec le socialisme comme il aurait dû être, comme celui de Jean Jaurès, qui n'existe plus, avec vraiment un humanisme internationaliste, de lutte contre les injustices sociales, écologiques, quelles qu'elles soient. Et en fait, je lui vois plus de visage. En fait, je me retrouve plus du tout là-dedans. Peut-être que c'est toi le visage qu'il faut donner alors.
pour retrouver Alors, cet ce humanisme. sera pas le mien, les amis. Ce sera pas le mien. Qu'on retrouve un peu d'espoir et puis qu'on se dise que oui, effectivement, la politique sans ego, c'est possible. Regardez, Claire nous vient, nouvelle présidente de la République. Ouais, mais alors, j'avoue aussi qu'il y a un autre truc, c'est que le rythme politique, c'est un rythme qui demande, pour le coup, qui est totalement sacrificiel. Parce qu'on ne s'appartient pas. Non, mais il faut bien se mettre ça en tête. En politique, on ne s'appartient pas. Qu'est-ce que tu entends par ça ? Parce que tu es un visage public, parce que tu incarnes une promesse publique, parce que tu vas être élu, tu appartiens aux électeurs. Et ils estiment d'ailleurs, et il y a un truc que j'ai trouvé d'ailleurs un peu cannibale dans les meetings politiques, qui m'a énormément dérangée. Les gens militants, adorables autant qu'ils sont, plein de bonnes intentions autant qu'ils sont, veulent un bout de toi à la fin du meeting, alors qu'il est tard, que tu leur dis par exemple, écoutez, il est minuit, demain j'ai un train à 7h, donc il faut que je me lève à 6h, donc il faut que je m'en aille, mais chacun veut un petit bout, veut une petite phrase, veut un petit moment, veut un selfie, je sais pas quoi. Et en fait, c'est compréhensible, mais ça veut dire que il est où l'espace de ressourcement qui est indispensable pour dormir déjà, besoin physiologique élémentaire dont on a parlé, mais aussi pour être seul, ou pour être avec les gens qu'on aime, ou pour lire des choses intéressantes, pour se former intellectuellement, pour continuer à s'alimenter culturellement, pour aller au théâtre et avoir le droit d'être au théâtre, etc. Et en fait, il n'y a pas de temps pour ça. Et il faudrait absolument que si des jeunes, justement, vont en politique, ils imposent des nouvelles normes. Ils imposent des normes de « je ne travaille pas le week-end ». Je ne fais aucun meeting le week-end. Je ne fais d'ailleurs pas plus de, d'un meeting politique ou d'une soirée de boulot par semaine. Mais quand on regarde le rythme qui est celui des élus de la nation devant la représentation, enfin notre représentation nationale, les députés, mais les votes de loi, les textes de loi, ils sont discutés jusqu'à parfois le vendredi, jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Est-ce que c'est ça l'image d'une république fonctionnelle et saine ? Non, ça peut pas être ça la démocratie. Parce qu'en fait déjà, ça veut dire que les femmes qui ont des enfants, elles peuvent pas y aller, ou alors elles acceptent l'idée de sacrifier leurs enfants, ou alors d'y aller quand en effet les enfants sont très grands et que ça peut être une option d'ailleurs. Je pense que c'est faire de la politique quand on a des enfants, c'est quand même très particulier. Quand ils sont petits, je pense que là, pour le coup, c'est un sacrifice des enfants. Donc, les modalités de la politique sont entièrement à revoir. Je pense que tout est à revoir parce qu'aujourd'hui, ça ne peut attirer que les gens qui sont prêts à aller vers autant de sacrifices. Mais comme ils vont pas aller faire ces sacrifices, ça veut dire que ça va être des gens dont le moteur est le retour sur soi. Donc, c'est forcément une logique narcissique assez forte pour accepter ce niveau-là de sacrifice. Et donc moi, quelqu'un qui a par exemple des enfants et qui ne vit pas comme un sacrifice dans sa chair, de quitter en permanence ses enfants, de pas les voir grandir pour être dans des débats publics et appartenir plus à ses électeurs qu'à sa vie familiale, ça m'inspire pas confiance. Donc en fait, là où on peut dire que le retour à soi c'est égoïste, de ce que tu dis, c'est tout l'inverse, c'est que c'est une vraie force d'arriver à faire de la place pour soi. Indispensable. En tout cas, ce qui concerne l'exercice politique, je pense que ce qui est demandé des élus, c'est typiquement sacrificiel. Et je pense que si on arrivait à créer un rapport à nos élus où on accepte de leur parler entre 8h du matin et 19h. Mais si on les croise, même au restaurant, à 22h, on leur parle pas. Mais là, je dégrossis de la question politique dans la vie en général. Est-ce qu'on s'oublie trop souvent, soi ? Par retour à soi, j'entends des moments de contemplation, de vide, de retour à l'intérieur, en fait, de qui on est nous. Ça, ouais. Retour à soi, ou en tout cas se regarder. Je pense que oui, les gens se regardent beaucoup. Hein. C'est fou ce qu'ils se regardent. Je trouve qu'ils se regardent énormément. Et encore plus avec les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, les vidéos. Enfin, moi, j'hallucine. Enfin, et je trouve que tout concourt à encourager les jeunes à passer encore plus de temps devant un miroir et encore plus de temps à choisir des palettes de couleurs pour se mettre sur les joues. Enfin, non, quoi. Désolé, on va pas remplir une vie avec ça. On va pas remplir une vie. Palette de couleurs avec des couleurs qu'on va puiser au fond des océans. On a un cerveau qui demande en permanence. Pour vivre, notre cerveau, il a besoin d'apprendre. Donc, donnons du contenu, donnons des perspectives, de l'émotion, de la culture, mais pas de la consommation. Donc, ça, déjà, voilà. Mais après, des zones de ressourcement. Ouais. Vraiment, du ressourcement. Et ça, à chacun, là, il y a toutes les activités du monde pour se ressourcer. Qu'est-ce qui te ressource, toi ? Moi, ce qui me ressource, déjà, c'est la solitude. J'ai vraiment besoin de solitude. Ouais. J'ai besoin de calme.
Je suis vraiment sensible au bruit. Donc, typiquement, j'ai besoin de moments calmes, la musique, faire de l'aquarelle, faire de la céramique. Ça, c'est pour les activités. Mais évidemment, la première source de ressourcement, c'est de passer du temps avec ma fille, avec les gens que j'aime, avec mes amis, avec ma famille, etc. Et puis aller au contact de la beauté du monde. Donc, c'est vraiment, par exemple, moi, ma semaine préférée de l'année, c'est quand je vais au Festival d'Avignon. Et c'est ma semaine préférée de l'année. En fait, vraiment, vraiment, chaque année, je me dis, c'est ma semaine préférée. Et aller au contact de toute la beauté de ces cerveaux qui ont puisé dans leurs émotions, dans leur talent, dans leur écriture, dans leur inventivité pour faire ces mises en scène incroyables. Parfois d'une simplicité. Et en fait, les émotions que j'ai au Festival d'Avignon, elles sont irremplaçables. Et franchement, elles me portent pendant quasiment toute l'année. Et sans doute au-delà. La liberté, c'est quoi pour toi, Claire ? C'est non négociable. Voilà. En une phrase, bam. Bah écoute, Claire, on arrive à la fin de cette interview. Je vais poser la fameuse question signature du podcast. Quel conseil, plus général, tu voudrais partager aux jeunes qui nous écoutent ? Et en fait, la question est toujours une question piège parce qu'il y a qu'un seul conseil, tu vois. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie. Alors, qu'est-ce que je mets hiérarchiquement au-dessus des autres en termes de conseils ? Je trouve ça compliqué. Tu peux en partager plusieurs. Je dirais de lire. Vraiment. Quel beau conseil, waouh. Lire et lire. Et parce que, quand même, on fait ce qu'on veut. C'est très bien. J'adore les podcasts, j'en consomme énormément. C'est très bien d'écouter, c'est très bien de regarder, c'est très bien de ce qu'on veut, mais ce n'est pas la même chose que de se plonger dans une écriture. Et une écriture, pour moi, je vais te donner un exemple. J'ai lu un livre qui est typiquement l'exemple de pourquoi il faut lire. J'ai ouvert ce livre, je me suis effondrée dedans, bouleversée dedans. Et je l'ai refermé avec une espèce de tempête qui m'a traversée et qui a tellement beau, voilà. T'as les larmes aux yeux. Ah non, mais ce truc était dingue. Et il s'appelle Croire aux fauves. Ok, je note. De Nastasia Martin, une sociologue extraordinaire qui a été attaquée par un ours au fin fond de la Sibérie et qui raconte, il y a rien et il y a tout. C'est pas un récit classique. Et on va avec elle et en fait c'est un voyage avec elle dans les limites entre l'humain et le non-humain. Ce récit est magnifique, mais j'ai pas de mots assez forts pour le dire. Et ça, typiquement, ça a été une découverte de 2022. Et ça, c'est ce que peut l'écriture. Et il y en a un autre, d'ailleurs, l'autre découverte de 2022 que j'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai trouvé que c'était beau et bien écrit. Ça va vous plaire, là, les jeunes. Oh là là, quelle beauté ce livre. Tout court, article 353 du Code pénal. Ok. Faut surtout pas regarder ce que c'est que l'article 353 avant de lire le bouquin, d'accord ? Il faut pas lire la 4e de couve. Il faut lire ce texte et plonger dans cette magnifique écriture. Et donc, lire des textes qui sont formateurs. Donc, tiens, le conseil, c'est lire. Pourquoi ? C'est lire parce que, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que on apprend à penser comme on apprend à aimer. Et en fait, c'est pas évident de savoir qu'il faut apprendre à penser et qu'en fait, aussi, à aimer, ça s'apprend. Et que ça prend une vie. Et à partir du moment où on accepte l'idée qu'il faut apprendre à penser, et qu'il faut aussi apprendre en général à aimer, parce qu'on est bien peu nombreux à avoir reçu tout l'outillage nécessaire pour bien aimer. Aimer comme il faut, soutenir, ne pas avaler, ne pas se regarder à travers l'autre, etc. On est bien peu à être outillés comme il faut. Et donc, je pense que accepter ça, ça veut dire qu'on rentre dans ce voyage-là à l'autre, et ça, c'est formidable. Mais aussi se rappeler qu'on apprend à penser et que la pensée n'est jamais décorrélée du savoir. On ne peut pas bien penser le monde sans une forme de richesse de vocabulaire et sans un outillage, pour le coup, sans un substrat de savoir et de connaissance. On ne peut pas décorréler les deux. Et donc, il faut lire en permanence pour affiner notre compréhension du monde, en sachant que scientifiquement, il est établi qu'une conversation peut changer un être. Une conversation.
si elle touche quelque chose de particulier, d'où la force des podcasts, etc., une conversation peut orienter notre cerveau. Il va peut-être prendre un cliquet à droite ou un tout petit mouvement à gauche, mais ça va changer quelque chose. Il y a des conversations globalement insignifiantes, bien sûr. Bonjour, vous avez du pain, merci, au revoir. Mais certaines conversations peuvent être particulièrement transformantes pour notre cerveau. Eh bien, une fois qu'on a compris ça, ça veut dire qu'en permanence, il faut accepter l'idée que ce qu'on croit savoir, ce qu'on croit penser, on peut le faire bouger et il faut le faire bouger pour être toujours dans une démarche de très grande honnêteté intellectuelle et de très grande intégrité morale aussi. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut. Et puis évidemment, bon, c'est bateau, mais il faut vraiment pas renoncer à ses exigences. Il faut pas renoncer à ses exigences éthiques, particulièrement. Et puis accepter de pleurer, et puis voilà, enfin tout ça. Mais ça, on n'a pas besoin de conseils pour savoir pleurer. Enfin bon, mais vraiment ça. Quoique parfois, s'autoriser à pleurer, c'est pas si facile que ça. C'est ça, ouais, peut-être. Mais vraiment, ouais, apprendre à penser. Et en fait, ce qu'on a comme expérience du monde, notre expérience sensible immédiate du monde, elle va fausser la réalité globale. Ce qu'on perçoit d'une boulangerie, ça donne pas la réalité de toutes les boulangeries du monde. Ce qu'on perçoit de quelqu'un, d'un SDF, c'est pas la même réalité que pour tous les SDF du monde. Et donc, la seule façon de corriger notre perception, pour essayer de faire en sorte que notre cerveau soit en capacité de comprendre le global, ça veut dire qu'on doit pallier notre insuffisance intellectuelle par de la recherche, par des lectures, par du savoir. Et on n'arrête pas de faire bouger toutes les connaissances. Mais c'est accepter de se faire augmenter tous les jours de plus d'intelligence, de plus de connaissances et de ce tâtonnement aussi de la science pour décrire le plus justement possible la réalité du monde. Magnifique. Merci beaucoup Claire pour tous ces partages et merci d'avoir accepté cette interview pour ton temps. Merci, c'était difficile à attraper mais tu as été très persévérante. La persévérance aussi c'est clé. Merci Claire. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.